Ben voilà, 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 voilà. Et si je vous disais que le monde est con, même les historiens entre eux, c'est des connards. Et ça va faire rigoler un Renoir. A raison, et ça. Là, j'ai trouvé un documentaire, et puis c'est un prêtre, l'abbé Patrick Desbois, qui a fait pendant, je crois, une dizaine d'années des recherches sur les fosses de destruction par les Ersatzgruppen, élimination des Juifs par des tirs dans la nuque. Alors il a appelé ça la Shoah par balle. Mais non. Les autres historiens disent qu'il n'y a jamais eu de Shoah par balle. Vu que c'était le travail des Einsatzgruppen, il n'y a pas de raison d'appeler ça Shoah par balle. Alors maintenant, il y a eu des articles dans le monde concernant ce sujet. Mais tous ceux qui font des critiques ou bien ça sur le père Patrick Desbois, concernant le nom de sa recherche, je vois pas où est le mal s'il appelle ça Shoah par balle. Parce que le mot Shoah, en hébreu, qu'est-ce que ça veut dire? Destruction. À peu près. Ou bien, ouais, destruction ou bien extermination. Enfin, c'est ce que veut dire ce mot Shoah. Alors, si on appelle Shoah par balle en Ukraine, je ne vois pas où elle monte. Alors ça, c'est un truc pour faire rigoler les négationnistes. Ils veulent dire, ben vous voyez, ces cons là, ils ne sont même pas d'accord entre eux. Alors s'ils ne sont pas d'accord entre eux, comment est-ce que vous voulez que ce qu'ils disent, ça soit la vérité? Oh putain, quand j'ai vu ça. Ah, Renoir, il va se faire de la gueule, puis Fort-Ruisson aussi. Parce que ce prêtre, il a fait des recherches pendant 10 ans. Mais il a quand même trouvé des milliers de douilles. Des centaines de fosses. On lui a reproché de ne pas aller visiter des fosses qui étaient déjà connues, ou c'est qu'il y avait un mausolée qui disait, papa, puis ici il y a eu tant de morts. Mais moi-même, à sa place, j'irai pas fouiller une fosse qui a déjà été fouillée. Je chercherai d'autres endroits où il y a eu des assassinats de tirs dans la nuque. C'est pour ça que je respecte son travail. Alors je vais vous montrer une partie du film, parce que j'ai encore pas réussi à le mettre, ce film. Oui. Alors cette fois, on verra. Allez, allez. Mais c'est con, mais c'est con, mais c'est con. De quoi me donner envie de liquider ma chaîne et puis d'aller à la pêche, puis aux champignons. Bande de cons. Ah, ça, c'est des matures. Oh putain. Bon, on va arrêter de s'énerver, ça sert à rien. Parce que je vais mal digérer mon gâteau après. Allez, à plus, hein. Quelle bande de cons. C'est pas possible. Allez, on y va. Où est le lieu, mais nous ne savons pas exactement où sont les fosses. Est-ce que vous pouvez nous accompagner? Je sais pas. Vous préférez demain? Je suis pas sans le choix avec lui. J'avais quelqu'un d'autre après, mais... On vous ramène en voiture, ne vous en faites pas. Vous nous montrez où c'est et c'est tout. Igor avait 15 ans en 1942. Il a vu la fin des tueries.
côté où il y a 2 fosses. Et puis là-bas une autre derrière. Ici, c'est la deuxième fosse. C'est la grande, c'est laquelle? Et attends, faut lui demander, attends, moment. Elle était faite comment la fosse là? Comment elle était la fosse? Elle était en longueur? Comment voulez-vous que je le sache? Elle est en longueur là, comme ça. Tout en longueur. Ça c'est la grande fosse là. Combien de personnes là? 9000 personnes. C'est un os. Oui, c'est un bout de crâne. La fosse c'était tout ça là. Bon, Patrick, je pense que ça c'est un truc qui a été fait par les gens qui viennent piller un peu les maraudeurs. Et là il y a un Tous les os qui sont là, c'est des os qui ont été sortis récemment. Donc ça en dit long sur ce qui se passe. Voilà. Là, vous avez toutes les fosses de chacun des maraudeurs. C'est simple. Hein. Il y en a une là. Pour eux, c'est comme un chantier de travail. Il y en a 3. Il y en a une là. Et une grande là. On les creuse de façon systématique parce qu'ils espèrent trouver les bijoux ou les dents en or. Et souvent, ils emmènent, on a eu des témoignages, ils emmènent les têtes dans des sacs et puis ils font le tri chez eux. Et on va chercher les douilles. Les douilles. C'est la spécialité de Misha, l'expert en balistique. Il peut y passer des journées entières. Accumuler les preuves, l'obsession de toute l'équipe. Patrick, une douille allemande. C'est un sceau. C'est pour signer les lettres en hébreu. Patrick, un seau avec le nom en hébreu. C'est un objet. Ah oui. Bolger, Belger, Soderma, je suis pas sûr. Si c'est son nom, c'est vraiment incroyable, parce que ce gars, il a acheté son nom pour qu'on le retrouve. Bon, donc là on arrive à Loubechov. On serait peut-être bien qu'on commence à interroger des gens sur la place, des gens âgés. Et là c'est un bon endroit parce qu'il y a la gare routière, il y a le marché, il y a le restaurant, il y a l'église. Donc on est dans un point de carrefour de la vie du village. Ok. Un vrai travail de quadrillage commence, à la recherche du témoin clé, celui qui forcément a vu. Pour le Troisième Reich, il était crucial de garder secret l'extermination des Juifs. Mais ici, à l'Est, malgré les ordres, les commandos SS assassinaient au grand jour. Les nazis, en fait, ne disent pas que non seulement ils ne respectent pas le secret, mais ils emploient un tas de gens au noir. Il y a des travailleurs au noir, les travailleurs au noir de la mort sont très nombreux. Ils les mettaient en groupe et ils leur faisaient creuser les fosses, ou bien marcher sur les corps pour tasser les corps entre chaque fusillade. Travailleurs forcés, passés à la trappe de l'histoire. Des milliers de jeunes Ukrainiens accomplissaient ainsi les basses besognes des tueurs nazis. Il était l'un d'eux. Les Allemands l'ont soumis par la menace. Stepan avait 18 ans en 1942. Fossoyeur contraint de la Shoah.
J'avais des connaissances juives dans mon hameau. 2 amis, 2 garçons. On les cachait, on les nourrissait, tout ça chez mes parents. C'est leur père et leur mère qui sont venus un jour en nous disant « Cachez-les parce qu'on les tue ». Ce hameau était à 5 km d'ici. On réquisitionné quand j'habitais dans ce hameau. Les Allemands sont arrivés, 2 Allemands, et ont pris des jeunes valides. Moi, j'étais à l'époque. Tais-toi, couche-toi. Ils nous ont emmenés et ont montré un endroit. Plus exactement, il y avait des piquets plantés dans le sol pour délimiter. Ils y ont tué 3700 âmes dans cette fosse. Il y a eu même des enfants enterrés là-bas. Cela faisait un talus à la fin. Après, à vrai dire, on a mis le sable par-dessus avec une pelleteuse et le sang s'est mis à couler sur plus d'1 mètre. Et nous qui avions des chevaux, on nous a ordonné d'aller au ghetto, prendre de la chaux et la verser par-dessus. La fosse a remonté, imaginez, tuer 3700 âmes. Le sang remontait. Chaque commando de tueurs avait sa méthode d'exécution. Soucieux du détail, certains préparaient même des plans. Tout y était précisé, depuis la distance des tireurs jusqu'à la profondeur des fosses. Un assassin pour une victime, un peloton d'exécution pour une rangée de condamnés. Tornades, dynamite, mitraillettes. Le supplice des Juifs est indicible. Et l'horreur ne s'arrête pas là. Toute tentative de soulèvement reçoit une réponse sans appel. Une nouvelle fois, Patrick Desbois va vérifier l'implacable stratégie appliquée par l'occupant allemand. Un acte de résistance, isolé ou collectif, vaut à ses auteurs le châtiment par le feu. Et c'est tout le village qui doit payer. Des milliers d'Ukrainiens ont ainsi trouvé la mort, brûlés vifs. Votre père est mort dans le village? Oui, il a été brûlé dans l'église. Lorsqu'on l'enterrait, on l'a reconnu par un bout de sa veste. Sinon, il était impossible de le reconnaître. Il était complètement calciné. Nadia et Misha ont vu toutes les horreurs de la guerre en Ukraine. Racontez-nous comment cela se passait. Comment c'était? Les soldats allemands avançaient de l'Osk pour occuper toute la région. Ici, c'était une partie où il n'y avait pas beaucoup de maisons. Vous l'avez peut-être remarqué, il n'y a pas de construction. Il y avait un acte de résistance contre les Allemands, et après ces tirs, ils se sont arrêtés dans le village. Ils ont passé la nuit, et le matin, ils ont commencé à réunir tous les habitants. Ils ont ensuite séparé les Juifs des autres villageois, et les ont parqués dans le ghetto. Et dans une grange, ils ont séparé les hommes d'un côté, les femmes et les enfants de l'autre côté. Il y a eu des tirs qui ont retenti, ils ont creusé les fosses. À ce moment, nous nous sommes dit, c'est fini.
Nous allons tous mourir. On pensait qu'on terminerait. Il y a eu beaucoup de juifs exécutés? Pardon? Il y a eu beaucoup de juifs exécutés? Oh, beaucoup, oui. Je crois qu'il y a eu près de 1000 fusillés ici. Il y avait 2 fosses. Elles ont été creusées grandes jusqu'à l'arbre là-bas. 2 fosses creusées avec des pelleteuses. On emmenait les juifs en véhicule et on les fusillait. Même les petits-enfants hauts comme ça, ils pleuraient, je m'en souviens, comme si c'était hier. Ça faisait pitié. On les couchait et on les tuait aussitôt. Et puis on en remettait par-dessus. Je sais pas combien ils en ont tué là-bas. Beaucoup. Beaucoup. Vous avez vu les camions avec les juifs? Bien sûr que je les ai vus. On regardait tous comment les Allemands les conduisaient en camion. Comment ils les mettaient à nu. Comment ils leur disaient « Enlève tout. Entre dans le trou. Couche-toi. » Comme à chaque fois, le prêtre demande aux témoins de l'accompagner sur le lieu des tueries. De là, il sait qu'il trouvera plus facilement d'autres témoins. Je vous en prie. Donnez-moi la main. C'est là-bas, là. Mais passons plutôt par la route. Oh, vas-y, passons par là, alors. Là, il y avait une grande fosse, là. Et là, à côté, il y en avait une autre. Elle allait comme ça. Elle va jusqu'où dans les plantations? Je ne me souviens pas jusqu'où elle allait exactement. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi où se trouvait la seconde fosse. Où? Alors pourquoi tu es venu si tu ne sais pas? Qu'est-ce que tu veux, qu'on te donne à boire, de l'argent? Quand on les a tués, tu n'étais pas là. Tu habitais loin. Mais j'habitais là à l'époque. Montre-moi où sont les fosses. Où est la seconde fosse? Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Moi, j'ai vu comment on les a tués. Parce que je vivais ici. Alors toi, tu vivais là-bas. Qu'est-ce que tu sais, salopard, hein? Léonid avait 7 ans en 1942. 7 ans quand il a vu le massacre des Juifs. 7 ans quand les SS sont entrés dans son village. Mais pour lui, c'est comme si c'était hier. Ce jour où il a bien failli être jeté dans la fosse avec ses voisins juifs. Il n'habitait même pas ici. Et vous? Vous vous êtes approché de la fosse? Je vais vous dire. S'il n'y avait pas eu ma mère, qui avait des connaissances parmi les policiers collabos, je ne serais plus là. Un Allemand m'avait pris par la main pour me mettre dans la fosse. Et puis un des policiers a dit, ce n'est pas un juif. Sans cela, j'aurais fini allongé comme eux dans la fosse. Ouais, ma mère est venue, m'a pris par la main. Et avec mon petit frère, tous les deux, nous sommes aussitôt retournés là-bas. Ça nous intéressait. Où est-ce qu'il était le jour où il y a eu l'exécution? Où voulez-vous que je sois? À la maison? Où? Cela a commencé, je me souviens, juste avant la moisson. On avait à peine commencé à faucher le foin. Ici, il y avait quelques maisons. Il n'y avait presque personne. Mais il y avait cet homme. Là, nous, et un peu plus loin, Paraska. Lorsque la fosse a été creusée, personne ne savait pourquoi. Même les Juifs ne savaient pas qu'on allait les tuer. Et le lendemain, un camion, en fait, un fourgon est arrivé ici. Et ça courait dans tous les sens.
Mais il n'y avait pas encore autant de maisons ici. Il y avait seulement Klim et Vlasco. C'est tout. Et ils ont commencé à les ramener en camion. Et en fourgon. Il y avait 2 camions, peut-être bien 3. Je ne me souviens pas, j'étais petit. On les a emmenés, on les a conduits vers la fosse, on les a déshabillés complètement, tout nus. Et là-bas, 3 mitraillettes allemandes. Grandes, tu sais, les grosses. On les a déshabillés et mis dans la fosse. Et il n'y avait que des étincelles. Et nous, on était petits, on regardait tout ça, nous intriguait. On les a tués. Et le camion ramassait les vêtements et les ont ramenés au ghetto, dans le centre-ville. Et puis, on a mis à nouveau des juifs sur ceux qui ont été tués. Certains n'étaient pas encore morts et ça recommençait. Lorsque ceux-là a été tués, on les a réunis dans le ghetto et on les a conduits pendant 2 jours. 2 jours. On a recouvert la fosse et là, elle a bougé pendant 6 mois. Et le sang s'est coulé à flot. On a pris les vêtements, on les a emmenés au ghetto et on a continué de les tuer. Et les bijoux, tout. Les boucles d'oreilles ont été prises par les Allemands. Tout. Ils ont tout pris. Le sang de la fosse, il coulait jusqu'où? Peut-être 300, 400 mètres. Peut-être, ouais. Il coulait jusque dans la rivière. C'était horrible. En silence, il revoit. D'ailleurs, le décor du village n'a pas changé. Tout est comme resté figé ici. Aujourd'hui, les enfants écoutent. Ils découvrent l'histoire. L'ami de l'époque a tant à dire, lui aussi. Nicolas avait 8 ans en 1942. Il raconte l'innocence massacrée. Vous vous souvenez du début des fusillades? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était un vendredi. Nous étions près de la rivière, en train de sortir la semeuse. Nous étions 9 garçons. Et voilà qu'on entend quelque chose fait bah. On a jeté un œil et on a vu des véhicules ici, près de chez Moki et Kopisk. On regarde et on voit avancer 3 policiers et un Allemand. On a pris nos jambes à notre cou et eux, ils se sont mis à nous tirer dessus. On s'est arrêté. Qui êtes-vous? On a dit qu'on était en train de sortir la semeuse. Qu'est-ce que vous avez à rôder ici? Allez-vous-en, sinon on vous tue. Nous, on s'est enfuis à toute vitesse. Et ici, il y avait une maison à l'extrémité, tout près de chez Kopisk. On s'est caché derrière cette maison pour regarder ce qui se passait. Voiture après voiture, les corbeaux noirs, comme on les appelait, les emmenaient. On les poussait sans ménagement. Les petits-enfants. Non, je ne peux pas vous raconter. Les enfants, par la main, étaient jetés dans la fosse. Et les autres étaient entièrement déshabillés et allaient dans la fosse, un rabbin en tête. Il leur a fait un sermon à tous ceux qui étaient déjà réunis. Et les voitures continuaient d'arriver. Et il y avait de plus en plus de monde. Et ils allaient en rang dans la fosse. Tous se couchaient comme des harengs. Ils se couchaient et il y avait une mitraillette et 2 Allemands avec les crânes et les os sur les casques. Ils tiraient en rafale sur ceux qui étaient couchés. Et de nouveau, ils entraient, et de nouveau une rafale. On les fusillait là-bas jusqu'au soir. Et nous, on regardait. Et pour que les gens viennent recouvrir. Les gens sont enfuis pour ne pas le faire. Et nous, les gamins,
On était cachés dans les buissons par curiosité pour voir ce qui se passait. Et le soir, les gens ont tout recouvert, tandis que le sol bougeait encore, car nous y allions, nous, pour voir. Et pendant 2 jours, le sol s'est soulevé comme ça. L'horreur de ces souvenirs d'enfants, Colas s'en souvient dans les moindres détails, jusqu'au supplice vécu par une des jeunes juives du village. Je me souviens d'une des filles, une jeune, qui avait la culotte en bas des jambes. Un Allemand lui a tiré dessus, et ses cheveux ont pris feu. Elle s'est mise à crier. Alors il a pris une arme automatique, et il est descendu dans la fosse. Et il a tiré. Du coup, ça a ricoché dans son genou, et le sang de l'Allemand coulait partout. Il a bandé son genou, il était à moitié déshabillé, et là, l'Allemand a vidé son chargeur. Et il tuait même les Juifs qui étaient encore habillés. Il ne prenait plus le temps tellement il était foudrage. Et il tirait sur tout le monde. Il était devenu complètement fou. Le lendemain, les Allemands se sont mis à les chercher partout, dans les forêts. Ils en ont trouvé, et ils ont fait une autre fosse dans la forêt. Celle-là a été refermée, et ils n'ont plus tué dans le village. Mais là-bas, il y avait une deuxième fosse, et tous les autres ont été tués là-bas pendant l'été, dès qu'ils les trouvaient. On a les jugements de personnes qui ont participé aux assassinats ici, et on sait qu'au minimum, ils reconnaissent avoir tué 700 personnes. Et qu'en même temps, il y avait beaucoup de policiers ukrainiens, tout le monde l'a dit, qui ont participé aux assassinats. Donc les assassins sont clairement désignés. Ce qui est souvent sous-estimé, c'est le nombre de victimes, puisque les gens nous ont dit qu'ils ont tué des gens tout le long de la guerre et qui rouvraient la fosse pour rajouter des morts. Et ça, évidemment, c'est pas déclaré, car on a dû certainement déclarer la ville d'Ostrogets Judenfrei. Et après, les SS n'ont sûrement pas dû oser dire qu'ils retuaient des juifs pour pas prouver que le rapport était faux. Judenfrei, débarrasser des juifs. C'était là le but ultime de la machine d'extermination nazie.